Voilà. Donc bonjour, bonjour à toutes et tous et merci de vous être connectés à cette troisième session des petits déjeuners des chemins de Compostelle consacrée cette semaine à l'observation. Et sans plus attendre, je vais me permettre de vous présenter l'ensemble donc de nos intervenants. Je vais commencer par Samuel Chevrier, d'éco-compteur, qui nous présentera les outils d'observation. Puis Jérémy Albouy de la Fédération française de randonnée pédestre, qui nous présentera le projet d'observatoire de la pratique de la randonnée pédestre. Après, nous aurons l'intervention de Dominique Tillet, qui nous présentera les outils développés par le comité régional de tourisme et des loisirs de la région Occitanie. Et nous terminerons par l'intervention de Manon Gounand, nouvelle recrue au sein de l'Agence française des chemins de Compostelle, qui s'occupe notamment de l'animation de la Voie du Puy-en-Velay et ainsi que du label Accueil Compostelle. Voilà, qui nous présentera sa note de conjoncture. Pendant les interventions, les diverses interventions, je vous invite à ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat. De toute façon, après chaque intervention, on prendra une ou deux questions, sachant que le gros des échanges, nous invitons à les avoir plutôt en fin de session. L'idée étant de tenir cette heure, la promesse de vous parler d'observation en une heure. L'objectif, c'est non pas d'approfondir chaque outil ou chaque démarche, mais bien de vous donner les contacts et de vous présenter très succinctement ce qui existe pour vous donner envie d'aller plus loin si vous le souhaitez ou si vous en avez besoin. Voilà. Je vais laisser la parole à Samuel Chevrier, d'éco-compteur, qui va nous présenter l'ensemble des outils. Eh bien, c'est Observation. parti. Je vais partager mon écran en espérant que ce soit bon. C'est bon? Ok, eh bien c'est parti. Donc, bonjour à tous, Samuel Chevrier, moi je suis responsable marché espace naturel chez EcoCompteur et je vais vous parler ce matin de Visitor Flow. Je vais essayer de vous réveiller en douceur. Il est lundi, il est 9 heures. Allons-y. Donc, Visitor Flow, c'est une nouvelle solution que nous avons développée chez EcoCompteur pour mettre la donnée au service de l'observation des fréquentations. Euh, hop. Donc, un petit slide avec un chiffre. À vous de deviner ce que c'est. Bon, forcément, vous avez un petit indice sur la photo. On voit beaucoup de personnes regarder ce qu'il y a au centre de leurs mains, au lieu de regarder la route d'ailleurs. Donc, 77%, c'est la proportion de la population française qui possède un smartphone. Donc, ça en fait, pardon, ça en fait une source de données, une nouvelle source de données assez intéressante. Nos smartphones deviennent des capteurs. Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus connecté et nous devenons nous-mêmes des fournisseurs de données. Il y a de plus en plus d'organismes publics, privés, qui utilisent ces données issues de la téléphonie mobile pour de multiples applications. Et on peut se poser de la question par rapport à ces capteurs et à ces données, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce type de données qui est utilisé un petit peu partout aujourd'hui. Et la vraie question chez nous qu'on se pose avec le compteur, c'est la fiabilité de ces données. Depuis plus de 20 ans, nous développons des solutions qui visent la meilleure précision et la fiabilité possible. Donc, nous fournissons aujourd'hui des compteurs que nous installons sur le terrain, des compteurs physiques à base d'électronique que nous installons sur le terrain pour mesurer la fréquentation. On fournit différents types de compteurs, j'y reviendrai après. Et nos compteurs fournissent ce qu'on appelle la vérité terrain. La vérité de terrain, on distingue plusieurs types de données, la donnée terrain et puis la donnée flottante. J'y reviendrai après. Mais la donnée de terrain est celle que l'on considère le plus proche de la réalité.
puisque toutes les personnes qui vont passer devant un compteur seront comptées. Donc dans cette présentation, voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour tirer parti au maximum de cette nouvelle source de données, données flottantes, et comment on fait pour les juxtaposer du coup aux données venant des compteurs. Hop. Euh, donc pourquoi on utilise ces données et dans quel contexte on les utilise? Donc de plus en plus, nos clients viennent nous voir avec un besoin de plus de données et différents types de données pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc évidemment, les compteurs, je vous l'ai dit, la donnée vérité de terrain va nous indiquer des indicateurs de type quanti. Ils vont nous donner un nombre de personnes qui fréquentent un lieu à un endroit précis sur une période précise. Les données qui viennent des smartphones sont appelées données flottantes et vont nous indiquer plus d'informations quali, c'est-à-dire plus d'informations sur le profil et le comportement des personnes qui se rendent sur les lieux qui vous intéressent. Il y a un mix intéressant à faire entre ces deux jeux de données et ces deux types de données. Utiliser les informations quali pour venir enrichir un chiffre de fréquentation et utiliser ce chiffre de fréquentation de données terrain pour venir étalonner ce jeu de données flottantes voilà, qui mérite d'être fiabilisé pour correspondre au mieux à la zone que vous souhaitez observer. Quelles questions se posent nos clients aujourd'hui? Quel type de questions se posent nos clients aujourd'hui? Eh bien, ils ont besoin de plus en plus de données pour savoir combien de visiteurs viennent à quelle période, qui ils sont, leur âge, leur genre, la nationalité, leur catégorie socio-professionnelle, d'où ils viennent. Combien de temps ils restent sur site? Est-ce qu'ils reviennent? À quelle fréquence? Quel tronçon ils préfèrent sur les sites qu'ils visitent? Et cetera. Donc c'est toutes ces questions, auxquelles on s'est attaché à répondre à EcoCompteur avec cette nouvelle solution Visitor Flow qui va mixer, les données de terrain et les données flottantes. Pour vous donner une petite illustration un petit peu de ce fait-là, prenez cette image d'un groupe de randonneurs qui va peut-être être sur les chemins de Compostelle. On a un groupe de randonneurs qui va être fortement équipé numériquement. Bon nombre d'entre eux vont avoir un téléphone qui va borner. Borner, ça veut dire qu'il va être attaché à un réseau mobile d'un fournisseur et d'un opérateur de téléphonie mobile, donc ici type Orange, Free ou Bouygues, qui sont les acteurs majeurs en France et SFR. Donc certains d'entre eux vont avoir leur téléphone de connecter et de synchroniser sur un réseau mobile. Donc on va savoir à peu près dans quelle région de la France ils vont se situer, puisqu'aujourd'hui, une antenne GSM permet d'avoir une précision d'à peu près 3 km. Donc, on va connaître voilà, la population qui se trouve autour d'une certaine antenne. On va avoir aussi d'autres personnes qui vont avoir une petite application mobile qui est lancée sur leur téléphone portable, une application mobile potentiellement qui va leur servir de guidage, une application mobile qui va leur donner des informations peut-être sur l'endroit où ils se trouvent, quels sont les points d'intérêt, ou alors une application météo. Voilà. À travers toutes ces applications, en respectant le consentement de partage de données de l'utilisateur, on arrive à collecter de la donnée de géolocalisation spatiale qui nous permet ensuite d'analyser le déplacement de ces randonneurs. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on va avoir eh bien, des personnes NC, donc qui sont pas équipées d'électronique. Et je trouve ça très bien. On doit garder cette liberté de déconnexion et puis ce plaisir d'aller se balader simplement avec une carte sans être tout le temps connecté. Donc voilà, toutes les personnes qui ont un petit peu d'électronique sur eux, eh bien, par exemple, Orange, notre partenaire avec qui on réalise aujourd'hui les indicateurs Visitor Flow. Orange va avoir 40% de part de marché sur le territoire français. Donc on va avoir quand même une bonne représentativité des gens qui ont un abonnement Orange et qui sont sur les chemins. Ensuite, toutes les personnes qui vont passer devant un compteur
vont être comptabilisés. Donc voilà, vous pouvez avoir un premier aperçu du contexte quanti-quali. Quanti, les compteurs, 100% des personnes vont être comptées. Et quali, eh bien, potentiellement avoir des informations par l'opérateur mobile. Et là, on va avoir une représentativité de 40% de l'échantillon des gens qui seront sur site. Et les applications vont nous amener d'autres informations par rapport au parcours de ces personnes sur les sites d'intérêt. Un petit rappel pour ceux qui connaissent pas EcoCompteur, comment on compte et avec quel type de produit on compte sur le terrain. Eh bien, ici, vous avez trois exemples qui sont très utilisés en espace naturel. Le Pyro Nano, qui est notre plus petit compteur, le premier à gauche sur l'image, notre dernier compteur sorti cette année, s'installe très facilement en 5 minutes. Le plus abordable aussi. Donc, il va compter pendant 2 ans, autonomie de 2 ans avec les piles, et il va stocker tous les passages, tous les jours, du nombre de personnes qui passent devant le faisceau de détection. Et vous allez pouvoir aller avec votre téléphone portable, en activant le Bluetooth, et ben, recueillir les informations tous les mois sur ce compteur. Le Pyro Evo à côté est dissimulé dans un poteau de bois qui est très utilisé pour la signalétique des chemins. Donc le Pyro Evo, lui, de la même manière, va compter toutes les personnes qui passent devant le faisceau de détection. Et puis, il va envoyer tous les jours, 2 fois par jour, selon vos souhaits, les informations directement sur un service qu'on appelle Ecovisio, que vous pourrez utiliser pour aller consulter vos données de fréquentation et faire des statistiques sur cet outil. Il y a aussi la Pyrobox, toujours la même technologie de compteur, un faisceau de détection qui va détecter les personnes qui passent devant cette Pyrobox et qui s'intègrent assez facilement dans le mobilier urbain. Donc voici les trois compteurs aujourd'hui qu'on retrouve le plus en espace naturel et qui vont nous permettre d'avoir cette donnée quanti représentant 100% des passages. Quel type d'indicateurs aujourd'hui nous avons créé grâce à ce mix de données flottantes et de données réelles? Eh bien, voilà les indicateurs que nous réalisons aujourd'hui et que nous fournissons à nos clients. Nous allons pouvoir avoir des indicateurs de type profil, donc quel est le genre, l'âge, domicile, nationalité et catégorie socio-professionnelle des personnes qui se rendent sur site. Donc, on va avoir des informations de type comportement grâce aux traces GPS collectées par les applications. Ici, on va pouvoir en déduire le parcours des personnes, le temps de présence, la récurrence de visite des personnes et les lieux de pause et de nuitée des personnes qui viennent sur site. Et puis évidemment la fréquentation. Donc la fréquentation en nombre, donc le nombre exact de visiteurs et la direction, in-out, on sait détecter la direction pour calculer un nombre total de visiteurs pour savoir combien de personnes viennent sur site. Il y a 3 méthodes de collecte qui nous permettent d'aller réaliser ces indicateurs. Il y a bien sûr les opérateurs télécoms. Donc, je vous ai cité Orange, qui est notre partenaire avec un outil que vous connaissez peut-être, Orange Fluvision. Donc, des jeux de données que nous trions, que nous filtrons, que nous étalonnons et intégrons dans nos indicateurs. Et puis, sur la téléphonie mobile, il y a deux autres méthodes de collecte de données. Donc, nous avons ce qu'on appelle des SDK. Donc, c'est Software Development Kit. Donc, c'est des bouts de logiciels qui sont intégrés à des applications type Marmiton ici. Et en fait, quand vous allez installer l'application, on va vous demander votre consentement pour le partage de données quand cette application est lancée. On appelle ça les conditions générales d'utilisation. Et on va donc demander votre consentement pour récolter de la donnée. Et puis, on a les applications mobiles et les objets connectés, souvent des applications de guidage qui vont aussi, avec l'autorisation des propriétaires, nous permettent de collecter de la donnée. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données et c'est quoi la vision finale du produit? Eh bien, ici, vous avez un échantillon du rapport que nous avons fait pour la Pointe de la Torche. Pointe de la Torche, qui est un site de surf reconnu, qui accueille une étape du tour de compétition de surf. Et ils ont voulu savoir quel était l'impact de cette compétition sur la fréquentation du site. Donc, nous avons réalisé une étude de type Visitor Flow où nous avons installé des compteurs pendant un mois, observer la fréquentation pendant ce mois complet et plus particulièrement pendant l'événement
de la coupe de surf. Donc, nous avons pu faire des cartes de chaleur pour voir quels étaient les accès principaux au site, les tronçons préférés. Nous avons observé aussi l'origine des visiteurs, les cartes de chaleur de lieux de pause, où s'arrêtent les gens, où est-ce qu'ils passent le plus de temps sur le site, leur temps de présence sur site, leur récurrence, combien de fois ils reviennent, et puis voilà, la nationalité des visiteurs, la courbe d'âge des visiteurs. Donc tout ça, ce sont des indicateurs que nous avons compilés et livrés comme un observatoire des fréquentations aux gestionnaires du territoire. Voilà, on a mis l'accent un petit peu plus sur la compétition et donc quel était son impact. Visitor Flow aujourd'hui existe sous format de rapport, mais vous le retrouverez aussi intégré à Ecovisio. Ecovisio qui est le logiciel qui permet d'aller faire les analyses de comptage dans le cloud. Donc ici, vous pouvez observer une heatmap des tronçons et une heatmap des lieux de pause, heatmap carte de chaleur, qui vous permettent de bien observer la dispersion spatiale des visiteurs sur votre site. Euh, une petite fin en ouverture. Si vous ne connaissez pas, je vous présente aussi la PNF, la plateforme nationale des fréquentations vélo, qui permet d'aller observer les tendances de la fréquentation vélo et du tourisme à vélo en France. Aujourd'hui, elle est principalement orientée cyclabilité et nous travaillons aujourd'hui avec d'autres associations comme la Fédération française de randonnée pour étendre cet observatoire à d'autres pratiques que le vélo, notamment la randonnée, puisque nous avons par exemple 1400 compteurs, presque un peu plus de 1300 compteurs qui sont présents sur des chemins de randonnée aujourd'hui. Donc c'est l'initiative qui arrive aujourd'hui et que nous allons poursuivre sur toute l'année prochaine pour créer cet observatoire de la randonnée. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur les compteurs, n'hésitez pas. Voici mon contact, je le mettrai dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce respect incroyable du timing et la clarté du propos sur des outils dont les modalités de comptage sont parfois complexes. Donc, merci beaucoup pour cet effort de pédagogie pour nous qui sommes moins experts. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite dès à présent poser une question ou est-ce que vous êtes dans la digestion de l'ensemble de ces outils? N'hésitez pas à activer votre micro ou à lever la main si vous souhaitez poser une question. Pour l'instant, je n'ai rien dans le chat. Non. Si, moi je voudrais poser une question. Je vous en prie, je vous laisse vous présenter. Oui, Patrice Brisson, Basilique de l'Épine, Merci. Association des Amis de la Basilique de l'Épine. Une question qui me vient tout de suite à l'idée, quel prix, quel tarif pour un comptage de base, par exemple pour compter la fréquentation des entrées dans la basilique tous les jours, à quelle heure, etc., etc. Quel est le coût? Eh bien, le coût varie en fonction du compteur que vous allez souhaiter Oui, installer. La base, c'est le compteur, donc il faut commencer par un compteur. Vous pouvez aussi commencer par une petite étude visiteur flow qui va être juste de type cartographique, voilà, pour connaître un petit peu les emplacements typiques où vous pourriez installer ce compteur. Mais notre premier compteur c'est le Piro Nano que je vous ai présenté sur les slides. Donc qui détecte jusqu'à 5 mètres des flux de personnes. ok, Et ce compteur est autour de 1 000 € aujourd'hui. Après, on peut monter en gamme, avoir des compteurs qui ont un faisceau de détection beaucoup plus long, jusqu'à 15 mètres, qui d'accord. transmettent de la donnée tous les jours, qui ont un modem à l'intérieur, etc. Ces compteurs-là vont être plus onéreux. On a des compteurs qui vont détecter le multipratique, les vélos, les piétons, les trottinettes, etc. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais l'entrée de gamme est à 1 000 € aujourd'hui. Ok, avec un abonnement, non? Ou c'est juste l'achat? Il y a un abonnement, donc il y a une licence d'1 an d'offert avec ce compteur entrée de gamme. Et après Et un an? sinon, les abonnements varient entre 132 € et 420 € en fonction du niveau de service que vous allez vouloir souscrire Par an? par an, Ok, par compteur. très bien. Merci. De rien.
Merci beaucoup. Il y a une question, mais je pense que l'intervention de Manon va pouvoir vous répondre sur les sites, les implantations d'éco-compteurs sur site ou d'ailleurs sur des itinéraires Jacquer. Je vous propose de garder votre question et d'attendre l'intervention de Manon. Vous allez voir qu'on en exploite quelques-uns sur les chemins de Saint-Jacques. Voilà. Mais n'hésitez pas à reprendre la parole si on n'a pas répondu à votre question en fin d'intervention. Merci infiniment, Monsieur Chevrier. Et puis, Merci beaucoup. du coup, eh bien, nous allons donner la parole à Jérémy Albouy de la Fédération française de la randonnée pédestre pour, du coup, la suite puisque Samuel a ouvert vers votre outil. Ouais, très bien. Bonjour à tous, Jérémy Albouy, donc chargé de projet itinéraire et flux de données numériques. Et donc, je vais vous présenter le projet de l'Observatoire de la marche et la randonnée. Donc, cet observatoire est un projet, donc il vient de débuter en septembre et il sera composé de plusieurs briques et il sera en plusieurs étapes. Donc, la première brique, comme l'a évoqué Samuel, c'est une plateforme nationale des fréquentations, marche et randonnée. La deuxième brique sera la proposition d'un tableau de bord à l'aide des données de la PNF, mais aussi d'autres données tierces. Et la troisième brique se composera de l'usage de la brique numéro 1 et de l'outil Outdoor Vision pour faire des analyses territoriales. Donc, le projet de la PNF, donc Plateforme nationale des fréquentations, est en lien direct, indirect, avec Vélo et Territoire. Donc, pour information, Vélo et Territoire est un réseau qui fédère les collectivités territoriales autour du développement du vélo en France. Et comment cela fonctionne? Donc, en fait, ce sont les propriétaires des compteurs, donc compteurs piétons ou mixtes, qui vont autoriser ils vont autoriser l'accès aux données de leurs compteurs. Celles-ci sont ensuite centralisées sur une plateforme Ecovisio, qui a été présentée par Samuel précédemment. Et toutes ces données sont alors intégrées sur une plateforme, donc une sorte de cartographie française avec les différents points des éco-compteurs. Et celle-ci sera diffusée au grand public. Donc au total, bon, comme l'a dit Samuel, il y a à peu près 1300 éco-compteurs qui sont sur des itinéraires fédéraux et notamment sur certains chemins de Saint-Jacques. Pour la brique numéro 2, donc, ce sont des tableaux de bord. Donc, pour information, voilà, les tableaux de bord, ce sont des outils de suivi regroupant des indicateurs clés spécifiques. Ils permettront de visualiser et de suivre facilement les évolutions de la marche et de la randonnée. Parce que là, je ne l'ai pas dit, mais on va s'intéresser aussi à la marche dans les milieux urbains et périurbains, pas que sur les itinéraires, on va dire, de nature. Ces informations pourront prendre différentes formes, donc ce sera des statistiques, des graphiques, des courbes et aussi des cartographies. Il s'agira de donner des chiffres qui aidera à évaluer l'activité de la marche et de la randonnée. Et au niveau de ce tableau de bord, on pourra par exemple lancer des requêtes comme connaître le nombre de passages de randonneurs et piétons dans une commune sur l'année 2024, connaître l'évolution du nombre de randonneurs sur un linéaire pour les années 2021-2024 ou connaître l'évolution du nombre de piétons en milieu périurbain entre 2021 et 2024. Et on peut faire ça pour plusieurs autres requêtes. Ensuite, je vais vous parler un peu de Outdoor Vision. Bon, peut-être certains connaissent. Donc, Outdoor Vision est une plateforme interactive développée par le pôle ressources nationales des sports de nature, délégué du ministère des Sports. Donc, cette plateforme fonctionne en trois étapes, on va dire. Donc, la première étape, c'est la collecte des données via des fournisseurs, partenaires et contributeurs volontaires des pratiquants. Donc, il y a deux types de récolte de ces données. Il y a la récolte via les objets connectés, notamment les montres connectées avec les marques Garmin, Suunto, Polar et Decathlon API. À ce moment-là, ce sont les pratiquants qui vont faire la démarche, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur leur site et lier leur compte à Outdoor Vision. Pour les autres applications comme Marando, Visorando, etc.,
Là, ça va fonctionner par le consentement, c'est-à-dire quand on va accepter les cookies de l'application. Donc ensuite, toutes ces données sont traitées par Outdoor Vision, donc pour respecter les normes RGPD. Donc toutes ces données sont anonymisées. Elles sont également au niveau de l'affichage. On va dire que les traces qui sont en dessous de 5 passages et 3 pratiquants ne s'afficheront pas sur la plateforme pour éviter toute trace individuelle et retrouver, on va dire, la localisation de cette personne. Ensuite, ces traces sont valorisées à travers une plateforme et différentes fonctionnalités. Donc, par exemple, la vue générale avec la carte de chaleur, avec les différents flux sur les territoires. Ensuite, on peut aussi, on va dire, monopoliser les flux sur un polygone, c'est-à-dire une commune, un EPCI, un département, une région ou la France entière ou notre propre polygone. Ensuite, on peut aussi quantifier le nombre de pratiquants connectés et liés à Outdoor Vision sur un itinéraire donné. On peut connaître les points de départ et arrivée. On peut faire une comparaison temporelle. On peut aussi voir les différentes pratiques sur les itinéraires. Pour rappel, cette plateforme est vraiment, on va dire, utile pour les sports de nature, c'est-à-dire Outdoor Vision va récolter que les sports de randonnée, enfin, la marche, la course à pied, le cyclisme et le ski. Et ensuite, toutes ces données sont diffusées aux acteurs en charge du développement des sports de nature. Donc, cette plateforme n'est pas accès au grand public, mais plus au milieu professionnel, c'est-à-dire pour les territoires, donc les collectivités, les fédérations outdoor, les gestionnaires d'espaces naturels, les services déconcentrés de l'État et les bureaux d'études. Petit exemple, donc à date, Outdoor Vision a récolté plus de 20 millions de traces brutes sur la plateforme. Donc, comme je vous ai dit, elle est traitée pour que toutes les anomalies n'apparaissent pas sur la plateforme. Et donc, on retrouve à date 12 millions de traces qui sont accessibles et 900 000 pratiquants uniques. Donc là, peut-être c'est un peu petit, mais j'ai fait une capture d'écran de la plateforme. Donc là, au niveau du flux de passage sur le GR65, donc entre Espalion et Figeac. Donc on peut voir les flux des pratiquants. Donc on peut aussi voir les boucles, quelques boucles qui sont autour. On peut bien voir quand même différencier bien le GR65. Et ensuite, la même capture d'écran, mais avec les points de départ et arrivée au niveau du GR65. Et donc là, potentiellement, on peut déterminer un peu les zones d'hébergement au niveau de cet itinéraire. Voilà pour cette présentation du projet qui n'est que à ses débuts au niveau de la fédération. Merci. Merci beaucoup. C'était parfait, très clair, très synthétique aussi. Effectivement, encore à nouveau des données un petit peu complexes à manipuler. Donc, merci beaucoup pour la pédagogie, c'était très clair. Je vais laisser la parole maintenant aux questions, enfin aux participants. Vous souhaitez poser des questions? C'est que vous avez été parfaitement clair. Bon, pas de questions pour le moment. Alors moi, j'en ai une toute petite. Est-ce que justement, pour que cet outil Outdoor Vision soit le plus efficient possible, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un peu de sensibilisation à faire auprès des randonneurs pour qu'ils partagent leurs traces? Est-ce que est-ce que la plupart le font? Enfin, est-ce que vous avez une visibilité sur le nombre de personnes qui partagent leurs traces justement pour pouvoir alimenter cet outil? Alors, moi, après, c'est le pôle ressources qui s'en occupe, ça c'est sûr. Après, le but, c'est vraiment d'en parler autour de nous pour qu'il y ait davantage de traces et pour avoir davantage de personnes pour mieux connaître un peu les habitudes sur nos territoires et avoir voilà, le maximum de pratiquants. Donc, oui, peut-être au niveau des points des offices de tourisme ou autres, c'est là où on peut capter un peu plus l'attention des pratiquants. Donc,
il faudrait potentiellement augmenter la communication autour de ces outils, enfin de cet outil surtout, Outdoor Vision. Donc après, Merci n'hésitez beaucoup. pas peut-être à vous rapprocher de moi pour vous fournir. En fait, on a déjà le kit de communication qui est déjà prêt. Donc après, il faut juste l'insérer sur vos sites internet ou sur format papier, par exemple. Est-ce que vous pourrez remettre vos coordonnées dans le chat? Et je vois une autre question donc de Laure Vigourou. Cette plateforme est-elle déjà accessible pour les territoires? Et sinon, quand? Ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Donc certaines collectivités ont accès à cet outil. Et également, 70%, on va dire, des comités départementaux de la randonnée pédestre ont accès également à cet outil. Donc, vous pouvez aussi vous rapprocher directement de vos comités départementaux qui pourraient vous faire quelques analyses sur la fréquentation de vos itinéraires, par exemple. Mais il faut quand même être prudent, hein, c'est pas de la fréquentation, enfin, c'est pas la réelle fréquentation, ça va être les pratiquants connectés à Outdoor Vision, donc on n'a pas la totalité de la fréquentation de vos itinéraires. Oui, Laure, Pascal Mazet, j'ai une question. Euh, Merci déjà pour toutes ces infos parce que c'est super important et très important pour les offices de tourisme et surtout vous-même les accueillants. Mais moi, j'avais une question, un exemple perso. Je me sers beaucoup de soit Marando, soit de Visorando. Vous savez, l'application Visorando. Est-ce que dedans, dans ces applications-là, ça y est, Ouais. Alors, Marando est depuis le début de l'année partenaire de Outdoor Vision. Donc, toutes vos traces que vous réalisez via cette application sont remontées à chaque agrégation des flux. Et Visorando est depuis le départ aussi au niveau de Outdoor Vision. Donc, tous les flux sont remontés via cette application. merci. C'est à vous. Une toute dernière question, donc de Mélanie Savès. Je vois sur votre site un titre préservant les espaces de pratique. Qu'entendez-vous par préservant? Alors, je ne sais pas si c'est sur le site d'Outdoor Vision Oui, je ou... pense, oui, oui, ça va être ça. Donc la préservation, c'est en fait en fonction de ce qu'on peut observer sur la plateforme, c'est derrière prendre des mesures de préservation de la biodiversité, c'est-à-dire sur des sites qui sont, on va dire, naturels où on souhaite protéger, donc mettre des panneaux d'interdiction de passage ou des choses comme ça, de limiter en fait le flux sur ces zones à risque, on va dire, de biodiversité. C'est suite à l'observation qu'on met en avant on va dire des choses pour limiter voilà, la pratique. Mais j'imagine que ce sont des suggestions parce que vous allez être sur des territoires qui sont soit des territoires départementaux, des communes ou autres. Ce sont des suggestions que vous C'est allez ça, apporter à ces territoires. c'est ça, ouais. Après, D'accord. c'est suite à des demandes, enfin nous, au siège, à la fédération, c'est suite à des demandes de territoires où on va faire des analyses pour, voilà, après limiter ou pas, en fonction de ce on observera à travers la plateforme. D'accord, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Donc, si vous avez encore des questions, gardez-les pour la fin de ce petit déjeuner virtuel. Nous réadresserons vos questions à l'ensemble des participants. Et donc, je vais laisser à présent la parole à Dominique Tillier, qui représente le comité régional du tourisme et des loisirs de la région Occitanie, et qui va nous parler de la stratégie du pôle 3D. Bonjour tout le monde, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, C'est parfait, pardon, c'est j'avais parfait, coupé pardon. le micro déjà. Non, parce que C'est parfait. ça va faire le lien à la question de la préservation parce que ça évoque l'évolution de l'observation du tourisme. Je pense que c'est un des sujets qui fait que vous êtes si nombreux ce matin, c'est que on a besoin de tous ces éléments-là, des éléments très très euh, territoriaux très très fins sur les thématiques, sur les territoires au plus près hein, des visiteurs, en l'occurrence les randonneurs, les itinérants. Et puis on a besoin aussi d'une vision très très macro, très très large
c'est ce que se propose de faire la région pour qu'on puisse se donner une image la plus complète possible. Donc c'est intéressant ce matin d'avoir mixé, merci Laure, hein, d'avoir mixé ces différentes visions pour qu'on puisse construire une image la plus juste possible de ce qu'est la fréquentation touristique. Et on verra qu'aujourd'hui, la notion de fréquentation touristique, elle a notoirement changé. Si je fais référence notamment à la question précédente de Mélanie, ouais. Quand on parle de préservation, il y a des questions qui sont très très importantes. Comprendre, innover, observer, bah, pour agir, c'est ça qui est le plus important. Alors, si j'arrive à changer d'écran, non, ça va être... Hop, oui, ça y est. Les chiffres, on adore les chiffres, vous l'avez vu ce matin, on aime bien parler de chiffres, des pourcentages. Nous, on adore, on se gosse au niveau régional de dire on a 220 millions de nuitées touristiques enregistrées en Occitanie. C'est génial, on est très très content de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, 220 millions de nuitées? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce qu'il faut faire mieux? On est content parce que ça confirme l'attractivité de l'Occitanie, mais ça dit pas grand-chose finalement de la fréquentation elle-même. On sait aussi que cette fréquentation-là, elle génère de l'activité économique, mais elle génère aussi des externalités, excusez le mot qui est pas très très joli, mais des externalités négatives, des déchets, de la consommation d'eau, de l'émission de gaz à effet de serre et notamment de CO2. Donc aujourd'hui, on est forcément obligé de s'intéresser à des choses un petit peu différentes, de ne pas se contenter de compter des nuitées, de compter des personnes, d'essayer de mesurer leur impact économique. Il est très important puisqu'il participe, il concourt à l'animation des territoires et il fait partie de ce qu'on recherche tous, c'est-à-dire des territoires vivants, des territoires qui continuent à exister, des territoires dans lesquels il y a des commerces, des services, mais on est forcément obligé de se poser la question d'une recherche d'équilibre entre ces externalités négatives que j'évoquais avant et puis les impacts positifs. Ça oblige à beaucoup de choses. Pour ce qui est les dispositifs d'observation, ça oblige à changer complètement notre fusil d'épaule. On avait des outils qui nous permettaient de dire, bah, il y a tant de nuitées dans les hôtels, il y a tant de nuitées dans les campings. On a parlé tout à l'heure de Orange Fluvision Tourisme, qui est un de nos outils principaux qui nous permet de suivre la fréquentation au jour le jour dans tous les territoires à peu près. Hyper important. C'est ça qui nous permet de dire si l'activité touristique est florissante ou pas. Mais on peut pas se contenter de ça. On voit bien que depuis certaines années, je vais pas vous commenter tous les chiffres que je montre là, mais le changement climatique s'intensifie et a un impact de plus en plus fort. On le voit, les journées de forte chaleur s'intensifient. Ça se traduit pas que par de la chaleur, mais aussi par des inondations. On l'a vu récemment, malheureusement, dans l'actualité. Donc, comment on intègre tout ça à notre vision globale de ce qui se passe sur les territoires? On voit que c'est un sujet qui est pris en charge, qui est pris en compte par les professionnels du tourisme. J'évoque une enquête de conjoncture qu'on mène mensuellement entre avril et octobre tous les ans auprès d'à peu près 3000 répondants. On interroge une vingtaine de milliers de professionnels en Occitanie. 90% des répondants de notre enquête ont engagé ou envisagent d'engager une démarche éco-responsable. Ça, c'est important de le signaler. Il y a une vraie prise de conscience de la profession. Donc, ça veut dire qu'il faut on regarde un petit peu les choses de manière différente. Il faut qu'on les aborde de manière beaucoup plus fine. Il faut qu'on regarde quel est l'impact de cette fréquentation sur les territoires. On a besoin de ces données qui sont récoltées à l'échelle territoriale la plus fine, qu'on a évoquée juste avant, pour se construire cette image globale. Euh, il est important donc de voir comment ces flux touristiques et l'exode d'Outdoor Vision est intéressant. On parlait tout à l'heure de comment on préserve. Ben, on s'aperçoit avec Outdoor Vision que je suis depuis le début, hein, on s'aperçoit que ben, dans certains territoires, les randonneurs ne passent pas là où on leur a dit de passer. Ils suivent pas forcément les terrains balisés. Et ils peuvent se trouver sur des terrains hyper fragiles, sans forcément s'en rendre compte. Avec des outils comme Outdoor Vision, on va se rendre compte qu'ils sont pas là où ils devraient être. Et ça va nous permettre de réorienter un petit peu les politiques locales. Ça, c'est important de le dire. Il faut des études et des enquêtes pour comprendre et agir. On en fait beaucoup. Et une approche systémique aussi. On oublie souvent le facteur humain dans l'approche touristique. Il est important, le facteur social, les salariés dans le milieu du tourisme, l'impact des événements comme Airbnb, qui ont un impact fort sur les coûts des loyers, etc., etc. Mais j'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Je serai disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Les chiffres, c'est très bien.
comment on les fait parler? Quelle histoire on va raconter à partir de ces chiffres? Ça, c'est quelque chose sur lequel le Comité régional du tourisme et des loisirs a beaucoup travaillé. Et on a beaucoup parlé de plateformes ce matin. Pourquoi on fait des plateformes? Eh bien, pour rendre les choses visibles, pour rendre les choses compréhensibles, pédagogiques. Donc, tous ces chiffres qui peuvent donner le vertige, hein, des millions de nuitées, des pourcentages hyper importants de gens connectés, il faut pouvoir les faire parler. Donc, on a beaucoup travaillé sur des outils de data visualisation. Le mot est un petit peu laid, mais en fait, il dit bien ce qu'il veut dire. Donc, des plateformes dans lesquelles on peut rentrer tous ces chiffres, du outdoor vision, du flux vision tourisme, des données sur le locatif, des données sur la randonnée, des données sur la mobilité. On n'a pas parlé trop de mobilité, mais les données sur les gares, sur les bus, sur le vélo, dont on parle beaucoup, qui est sur une démarche exemplaire au niveau national. Donc toutes ces données-là, on les a rentrées nous, dans un outil qu'on a appelé Auto, Occitanie Tourisme Observation, qui nous permet de voir des phénomènes. Donc ça nous permet de comprendre, ça commence par la connaissance de l'offre sur les territoires, la connaître le plus finement possible, savoir si les professionnels se retrouvent dans les situations qu'on évoque. Regardez par exemple sur les courbes qu'il y a sur la base du diapositive de la slide, de voir si les nuitées touristiques sont supérieures aux nuitées des résidents dans certains territoires. On le voit sur l'espace littoral, ça se passe sur la période de l'été, mais sur un territoire de montagne, il y a deux pics touristiques, de nuitées touristiques par rapport aux nuitées résidentes. Qu'est-ce que ça dit? Comment ça nous interpelle et comment on se positionne par rapport à ça? Ça ne veut pas dire qu'il y a du surtourisme, hein, je vais utiliser le mot à la mode, mais ça ne veut pas dire que la fréquentation est trop importante parce que des territoires sont organisés, sont aménagés pour pouvoir recevoir du tourisme, mais dans certains cas, sur des territoires fragiles, sur des territoires vulnérables, ben, ça doit euh, nous permettre de pouvoir se positionner de manière plus fine. J'ai parlé de mobilité. On parle beaucoup de train, c'est chouette, le train. Est-ce qu'on peut se rendre, faire du tourisme à partir du train en Occitanie? On a fait la démonstration en mobilisant justement ces outils, ces plateformes, des outils de systèmes d'information géographique. Ça nous a permis de voir que finalement, il y avait une grande partie de l'offre qui était accessible à 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, à pied, à vélo, en voiture des gares d'Occitanie. Rien que le fait de démontrer que c'était possible, ben, ça nous a permis d'engager une communication assez forte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Occitanie Rail Tour, mais c'est quelque chose qui permet de faire évoluer, avec modestie, avec humilité, mais de faire évoluer les comportements des touristes. On a développé cette plateforme qui s'appelle Auto, Occitanie Tourisme Observation, mais on sait aussi aller chercher des outils de nos partenaires. On travaille avec Atout France à travers la plateforme France Tourisme Observation, qui du fait de sa situation au niveau national, a plus de possibilités qu'on pourrait en avoir au niveau régional. Donc, on va se servir de ces outils-là. On va même travailler avec des sociétés locales enfin locales maintenant, mondiales, comme Murmuration, qui se sert des données satellitaires pour pouvoir analyser les impacts du tourisme en termes de qualité de l'air, en termes d'artificialisation des sols, en termes de végétalisation, etc., etc. Donc, on travaille sur tous ces outils avec toujours cette idée de les faire parler, de les rendre les plus pédagogiques possibles pour qu'on puisse non seulement rendre des constats qui soient les plus objectifs possibles. Ça, c'est hyper important dans le contexte actuel. On me parlait tout à l'heure, Samuel parlait de fiabilité. Bah, essayons d'être le plus objectif possible dans nos constats, mais aussi dans notre capacité à les partager. Parce que vous êtes tous là autour de la table, vous avez des problématiques qui sont les vôtres, locales, de rentabilité économique, de préservation de l'environnement. Mais comment on construit un récit à partir de toutes ces données-là? J'en finis là, le travail du Comité régional du tourisme et des loisirs, c'est aussi d'accompagner cette transition. On est face à une transition des modèles, vous l'avez compris, qui nous oblige à faire beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on puisse aussi travailler sur l'accompagnement des pros. Quand je dis les pros, c'est au sens large, hein. Ça parle de l'habitant. En Occitanie, les premiers touristes sont les habitants de l'Occitanie. Ils représentent quasiment un quart de la fréquentation. Sont aussi les premiers accueillants quelque part. Donc, euh, accompagner la transition de ces modèles, ça s'adresse aux professionnels du tourisme au sens large, en commençant par les habitants, les commerçants, etc. Donc, on a développé, je vais pas m'attarder là-dessus, mais tout un arsenal, tout un dispositif d'offres
de services pour pouvoir accompagner ce changement-là. Et pour finir, j'annonce, puisque on est sur le point de la lancer, une grande enquête régionale, une enquête de clientèle qui va durer quasiment, enfin plus d'un an quasiment, à partir de tout début 2025, puisqu'on n'aura pas le temps de la démarrer avant la fin de l'année, mais une enquête qui va nous permettre, à l'échelle d'Occitanie, de nous intéresser beaucoup plus qualitativement à qui sont nos visiteurs, au sens large, hein, touristes, visiteurs, quels sont leurs comportements, quels sont leurs modes de consommation, quel est leur rapport au territoire. Ça nous permettra d'aborder des thématiques et forcément au rang desquelles on trouvera en bonne place l'itinérance sous toutes ses formes. Donc cette enquête régionale va nous permettre de collecter beaucoup d'informations et on compte sur vous pour la relayer au maximum. Ce sera une enquête qui va être pour une petite partie, puisque ça coûte très cher de faire des enquêtes de terrain sur le terrain, mais pour une grande partie qui va fonctionner en ligne. Donc besoin de tous les relais locaux pour pouvoir faire de cette enquête un succès. Et ça nous permettra d'alimenter tous les modèles, hein, tous ceux qu'on a vus ce matin qui ont été évoqués, ben, on pourra y injecter des notions plus fines de dépenses des visiteurs, des notions plus fines de profil de ces visiteurs par rapport à leur comportement, par rapport à leur consommation. C'est un gros projet, c'est un gros boulot. Je sais que autour de la table virtuelle aujourd'hui, il y a notamment Claire qui avait travaillé avec moi il y a quelques années sur ce sujet-là, qui sait très bien le gros boulot que ça représente. Et ben voilà, moi j'en ai terminé euh, pour ma présentation et je vais arrêter le partage et vous proposer de me poser des questions si vous en avez. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette remise en perspective aussi sur aussi pourquoi on observe et au-delà des chiffres, ce qu'on en fait. Et ça me paraît important effectivement de redonner de la perspective. Ça fait écho au dernier petit déjeuner qui portait sur les chemins durables et notamment en particulier sur les acteurs qui proposent des outils dont euh, l'outil d'Atout France, mais qui n'est pas sur l'observation, qui est France Tourisme Durable. Merci beaucoup. Alors, je regarde dans le chat, je ne vois pas de questions dans le chat pour le moment. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alors, je pense que c'était très clair, très clair. Une fois, deux fois. Ah, hop. Les chiffres de vos slides datent de cette année 2024? Pas tous, puisque l'année n'est pas totalement terminée, mais c'était des données 2023 sur les données de fréquentation notamment. Les données de 2024 très bientôt. On est de plus en plus rapide hein, grâce aux outils modernes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin. Et donc, je vais laisser la parole donc à Manon Gounand, donc de l'Agence française qui va nous parler plus spécifiquement donc de l'observation, en tout cas que nous essayons modestement d'en faire sur les chemins. Voilà. Hop, je te laisse la parole. Alors, donc bonjour à tous. Manon Gounand, chargée de mission développement et animation de la Voie du Puy au sein de l'Agence française des chemins de Compostelle. Donc, est-ce que vous avez mon partage d'écran? D'accord, voilà. Alors, donc je vais vous présenter les premiers chiffres de l'Observatoire des chemins de Compostelle, donc à chaque fois du mois de janvier jusqu'au mois de septembre. Donc pour nous, les difficultés, ça va être vraiment d'abord de réussir à distinguer les randonneurs qui font de l'itinérance pour les chemins de Compostelle des autres randonneurs, promeneurs qui empruntent ces sentiers. Donc pour faire cela, on va croiser plusieurs données entre elles, donc notamment les données d'éco-compteurs présents le long des chemins. Donc ça répond à la question de tout à l'heure. Donc ces données d'éco-compteurs, on va les chercher sur le site d'Ecovisio notamment le site qu'a présenté Samuel tout à l'heure, enfin, d'où il a parlé un petit peu. Et puis, on va les croiser avec des données aussi autour de nos ventes de crédentials sur notre site internet, sur aussi des données du terrain,
Donc il y a souvent donc, les bureaux jacquaires, les associations, les offices de tourisme qui nous font remonter des données, aussi des fois les parcs naturels régionaux, les hébergeurs. On va aussi voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des ventes de topo guides. Donc voilà, on va vraiment collecter toutes ces données pour les croiser ensemble et pour réussir à avoir des chiffres qui nous donnent des infos sur ceux qui font enfin, les itinéraires pour les chemins de Compostelle. Donc vous avez dû normalement recevoir notre note de conjoncture qui est présente sur notre site internet. Début de 2025, je vous enverrai la nouvelle note de conjoncture avec toutes les données de 2024. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur trois sources de données. Donc tout d'abord, le bureau d'accueil des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est en Espagne, et qui lui met des données en temps réel sur son site internet. Je vais également vous présenter les données de nos ventes de crédentials sur notre site internet et également les données des éco-compteurs présents le long de nos chemins, avec un focus sur le chemin de la voie du Puy, parce que c'est là qu'on en a le plus. Donc tout d'abord, donc sur le bureau d'accueil des pèlerins à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, donc on peut voir que notamment en mars, ils ont presque doublé leur fréquentation. Donc il y avait beaucoup de pèlerins qui se rendaient dans leur bureau d'accueil en mars. Également en mai, énormément en mai. D'ailleurs, ça a été l'année où ça a été le plus fréquenté cette année, qui n'était pas le cas l'année dernière, mais bon, ça reste très proche du mois d'août. Donc, de janvier à septembre 2023, on était à 378 970 pèlerins qui s'étaient rendus dans le bureau d'accueil. Et cette année, à la même période, 429 085. Donc, au total, ce bureau d'accueil a accueilli 446 000 pèlerins en 2023. Et à l'heure où je vous parle, il y a déjà 487 000 pèlerins qui ont été accueillis. Donc on est déjà à presque 40 000 personnes de plus. Donc les chemins, ils sont majoritairement, enfin le bureau d'accueil des pèlerins est majoritairement, euh, enfin ils accueillent majoritairement des femmes, mais également des hommes. C'est à peu près kiff-kiff. On va voir qu'en France, c'est un petit peu différent. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et puis, au niveau de la catégorie d'âge des pèlerins, on sera sur des personnes majoritairement entre 18 et 45 ans ou alors entre 46 et 65 ans, ce qui est le cas également en France. Donc, par rapport aux premières données des éco-compteurs, par rapport à la voie du puits, tout d'abord, il faut signifier qu'on a donc la majorité des éco-compteurs présents sur la voie du puits. Sur les autres chemins, ça va être plutôt des données, par exemple, des offices de tourisme ou des hébergeurs ou des associations qui nous font remonter notamment les tampons à poser sur les crédentials. Mais sur la voie du puits, on va regarder les éco-compteurs. Donc toujours de janvier à septembre. Il faut vraiment, les éco-compteurs, ça demande un gros nettoyage de données. Je suis en train de me faire la main là-dessus. Donc j'ai décidé de ne pas mettre tous les éco-compteurs, mais vous focalisez pas trop sur les chiffres, mais plus sur les tendances. Donc on peut remarquer globalement qu'au début du chemin du puits, il y a notamment, enfin, que le début du chemin du puits est beaucoup plus fréquenté que la fin du chemin. Donc ça, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. On peut voir que c'est une tendance qui est encore en hausse. Voilà, mais on remarque notamment à Felzin, à la Bastide-Marnac, que la fréquentation augmente légèrement. Donc par rapport à la fréquentation par mois, donc là j'ai additionné donc, tous ces éco-compteurs et leur fréquentation par mois pour réussir à dégager des tendances. Donc on voit que le mois de mai pour le moment en 2024 il est assez stable, alors que le mois d'avril, de juin et d'août est en augmentation. Septembre aussi un petit peu, on verra ce qu'il en est pour octobre, novembre et décembre lorsque on vous enverra donc cette note de conjoncture. Concernant, excusez-moi, je passe les slides un petit peu vite. N'hésitez pas à aller voir le replay sur YouTube justement pour pouvoir voir les slides mieux et après on peut tout à fait vous les envoyer par mail si besoin. Donc concernant les ventes de crédentials donc sur notre site internet, tout d'abord on peut voir que le nombre de demandes a augmenté presque, a fait un x2, notamment sur tout ce début d'année de janvier à juillet. On a eu énormément de demandes par rapport à 2023.
Donc ces demandes, c'est majoritairement des femmes qui les ont faites, donc à 65%. C'était déjà une part très importante l'année dernière, mais ça augmente encore davantage. Et au niveau des catégories d'âge des demandeurs, on va être beaucoup sur des personnes de 46 à 65 ans et également de 18 à 45 ans, donc comme c'est le cas en Espagne. Par rapport à ces ventes, toujours, donc ça va être principalement des personnes de nationalité française qui vont commander des crédentials sur notre site, mais on retrouve également des Belges, des Canadiens, des Suisses et aussi d'autres nationalités, mais c'est ceux-là qui ressortent en premier. Et concernant la pratique, donc on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui voyagent à deux, enfin qui font les chemins à deux ou seules, mais les personnes qui voyagent en groupe, c'est en augmentation par rapport aux autres qui se stabilisent. Et par rapport à ces ventes, donc à chaque fois, donc oui, j'ai pas précisé que quand ils achètent leur crédentiel sur notre site, ils remplissent un petit formulaire. C'est comme ça qu'on arrive à avoir toutes ces données et on leur demande notamment quel itinéraire ils souhaitent faire. Donc là, on voit que c'est la voie du Puy qui ressort en premier. Mais aussi, ce qui est intéressant de constater, c'est que toutes les autres voies sont en progression, si on peut dire ça comme ça. Du moins, les autres voies sont presque toutes en augmentation dans la fréquentation. Voilà globalement pour ces infos. J'espère que j'ai rien oublié. Bien sûr, là, c'est des données qui sont traitées assez rapidement. L'idée, c'est qu'après, on vienne justement croiser ces différentes sources de données entre elles pour pouvoir passer à l'action. Comment, bah, comme le disait tout à l'heure Dominique, quel message on souhaite donner à ces données et comment ensuite les traiter. Et puis, si jamais vous avez accès, vous, à des éco-compteurs le long des chemins dont on ne serait pas forcément au courant, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous le dire, pour qu'on puisse justement les intégrer dans notre base de données. Parce que notre souhait, c'est vraiment de rendre cet observatoire de plus en plus qualitatif. Et puis, on est aussi également en réflexion pour réussir à faciliter la récolte des données des différents acteurs, peut-être à travers des petites fiches techniques et tout ça. Donc, si jamais vous avez des idées par rapport à ça, n'hésitez pas également à nous le faire savoir. C'est pour ça que j'ai mis mon contact sur la slide. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi ou si vous voulez le diapo également. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Manon, pour cette présentation. Elle est allée vite, mais parce que vous connaissez notre engagement à tenir cette heure de manière à ce que vous puissiez après vaquer à vos autres occupations et assister jusqu'à la fin. Euh, donc, comme l'indiquait Manon, donc c'est disponible, ce sera disponible dans la journée en replay sur la chaîne YouTube de l'Agence française des chemins de Compostelle. Y a-t-il des questions? Pour le moment, je n'en vois pas. Alors, j'en profite pour appuyer ce que vous a dit Manon. Nous allons lancer la collecte, comme chaque année, des données, puisque cette note de conjoncture, c'est aussi la vôtre. Si vous avez des données, des tampons de crédentials, si vous êtes hébergeur, des nuitées, où vous arrivez à discriminer ce qui est randonneur de ce qui est pèlerin cheminant, nous sommes preneurs. De toute façon, ces données, nous ne les conservons pas. Nous les réintégrons dans la note de conjoncture de manière à pouvoir les partager avec l'ensemble des acteurs. Donc, quand vous allez recevoir ce petit mail vous sollicitant pour les données, n'hésitez pas à nous les envoyer et bien évidemment, nous sourçons toutes les informations que nous mettons dans cette note de conjoncture. Voilà, donc je vous remercie par avance. Laure, tu as une Voilà. question de Monsieur Cabrol qui a levé la main. Ah, pardon, autant pour moi. Excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question qui est liée à tout ça. En fait, quand on organise des trails ou des randos sur des chemins cadastrés,
on voit après que sur le cadastre, il y a des pointillés rouges qui nous servent à nous aussi, parce qu'on a des propriétaires qui nous éliminent des chemins. On ne s'en rend pas compte, ça se fait petit à petit, et des chemins qui sont cadastrés. Et nous, en fait, quand on organise des randos au niveau de la commune, au niveau de notre région ou des trails, on essaye de nettoyer des chemins cadastrés qui ne sont pas utilisés ou peu utilisés pour qu'après, il reste des traces de passage, notamment avec les montres connectées et tout, pour prouver après que ces chemins sont bien utilisés et qu'on n'ait pas après la fameuse histoire des 30 ans où les propriétaires qui les ont annexés disent maintenant que ce chemin il est à nous parce qu'il y a 30 ans que personne n'y est passé. Donc c'est quelque chose qui est très important, c'est d'essayer de varier un peu les itinéraires sur les chemins cadastrés pour qu'ils résistent justement à, à ce que les propriétaires les englobent et on ne peut plus les récupérer. Et c'est pour ça que c'est important. Donc, les montres connectées ou tout ce qu'on voit dans les observatoires, nous, aux communes, ça nous sert parce qu'après, on peut prouver que les gens les utilisent. C'est en dehors du chemin de Compostelle, mais c'est tous les chemins qu'on a sur nos communes qui sont parfois inscrits au département, mais où on ne peut plus passer. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je ne sais pas si l'un de nos intervenants souhaite rebondir sur ce témoignage, sur les montres connectées, ça va être plutôt Outdoor Vision Ouais. Oui, donc ou... Outdoor Vision peut être utile voilà, dans ce genre de cas de figure pour prouver que sur cet itinéraire, enfin ce sentier, est utilisé par des pratiquants et donc justifier le maintien de cet itinéraire sur le territoire. Ça peut être utilisé comme ça avec une capture d'écran, c'est assez facile. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages ou remarques? Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été effectivement aussi nombreux à ce troisième petit déjeuner. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment super. Alors, c'est sans doute dû à la qualité de nos quatre intervenants. Merci à vous voilà, pour ces présentations. Si vous voulez en savoir plus, parce que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, n'hésitez pas à recontacter voilà, les intervenants, les liens qui sont dans le chat. Voilà, certains ont donné leurs coordonnées. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup en décembre pour un déjeuner cette fois-ci donc conçu en partenariat avec Site et Cité Remarquable et qui se tiendra donc le lundi 9 décembre. Il est toujours temps de s'inscrire. Et le thème, effectivement, est là, cette fois-ci dédié au patrimoine dans les centres urbains anciens. Comment en faire un outil d'attractivité et un outil de médiation et de transmission de l'histoire et du patrimoine, voilà, et de préservation. Donc avec Cité Remarquable, que je remercie ici de participer également. Merci beaucoup à tous et je vous dis donc, je l'espère, au lundi 9 décembre pour la dernière de l'année. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à Merci, bonne tous. journée. Merci, au revoir Merci, au Bonne revoir. à journée. tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au Bonne journée à tout revoir. le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à vous.